Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Très bien, je vous remercie et vous-même. Oui, très bien. Maxime Le Forestier qui est un de vos contemporains. Vous le saviez? Non. D'accord, oui, il est né la même année que vous. Ah Et, bon? et c'est une très belle chanson sur l'époque hippie, sur les années, enfin la fin des années 60, début des Oui, années 70. oui. Mhm. Et Martine, donc Martine Libertino, vous nous aviez contacté il y a de ça quelques mois pour nous parler pour nous informer d'une conférence que vous faisiez d'ailleurs sur mai 68. Mhm. Qu'avons-nous fait de mai 68? Oui. Essai optimiste sur la liberté. Alors à l'époque, on n'avait pas eu l'occasion de vous recevoir, mais on s'est dit qu'on vous rappellerait ce qui est fait ce soir. Eh bien, merci infiniment et c'est avec plaisir que je suis avec vous. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, Martine Libertino, j'avais envie de dire que si vous n'existiez pas, j'aurais voulu vous inventer. Vous avez été artiste au tout début. Bon, au tout début, vous avez été petite fille, mais après, vous avez été artiste. Et puis, petit Mhm. à petit, vous vous êtes tourné vers l'aide à vos semblables par la médiation. Médiation de couple, médiation dans les familles, dans les milieux professionnels. Et ça vous a plu. Plus que ça, vous avez trouvé votre place, Martine Libertino. Et à l'époque, et même encore aujourd'hui, vous avez eu une utopie. Vous avez eu envie de faire quelque chose pour promouvoir la paix dans le monde. Alors, si vous étiez Miss, on dirait oh mais dis donc qu'est-ce qu'elle est naïve, mais vous êtes philosophe, vous êtes une âme de penseuse, vous êtes aussi quelqu'un d'extrêmement actif. Alors on a envie de vous croire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la paix dans le monde? Quelle était votre idée de base? Déjà, ce n'est pas une idée utopiste, hein. Je fais une différence entre l'utopie et l'idéal, n'est-ce pas? Dans ce sens que l'utopie est un rêve qui ne peut se réaliser, alors que l'idéal est un rêve qui est au fond de l'homme et qui a besoin de se réaliser au risque de le rendre malheureux. Donc, Mm. pour moi, c'est indispensable au devenir de l'humanité. Donc, au départ, en fait, ce qui m'a poussé, c'est tout simplement mon amour de l'être humain, mon amour des êtres qui souffraient, parce que dans mon enfance c'était ça en fait, hein, c'est que je souffrais pour ceux qui souffraient, alors qu'aujourd'hui je ne souffre plus et je trouve que nous avons des ressources extraordinaires en nous qui nous permettent justement de rebondir si les situations ne vont pas dans notre vie. Mm. Et surtout, j'ai découvert le fonctionnement de l'être humain qui a des capacités illimité de trouver des solutions, justement d'être créatif, de sortir des conventions, des idées reçues, des a priori, et qui est capable de trouver sa place dans une société, à condition évidemment qu'il accepte de se remettre en question et qu'il accepte de comprendre où sont ses responsabilités et peut-être où sont ses erreurs. Donc, une immense sagesse se dégage de votre philosophie. Et vous parliez de cette enfance. Parfois, on se dit que quand on a un début de vie difficile, compliqué, où tout n'est pas si fluide, tout n'est pas qu'amour et tendresse, ça complique les choses, ça complique la suite. Et vous, vous êtes parti de ça pour construire, pour bâtir toute cette philosophie de la sagesse et de la croyance en la beauté de l'humanité. Vous voulez bien, si vous êtes d'accord, nous expliquer un peu comment ça s'est mis en place? Il est difficile d'expliquer comment cela s'est mis en place, dans ce sens que j'ai l'impression d'être née d'être née ainsi et que, au fur et à mesure que les situations se sont présentées à moi, en fait, j'ai fait un tri, systématique, qui n'était pas, du domaine de mon intellect, mais qui était du domaine de mon cœur. Parce que, depuis déjà enfant, lorsque je voyais la laideur, lorsque je voyais la négativité des gens, lorsque je voyais la souffrance, j'ai toujours cru en l'être humain. Ça, c'est quelque chose qui m'a habité depuis toujours, hein. Et lorsque j'entendais des adultes dire des horreurs sur leurs semblables, au fond de moi, je me disais non, ce n'est pas comme ça. Et je peux dire aujourd'hui, je peux prouver qu'effectivement, non, ce n'est pas comme ça, malgré tout ce qu'on voit sur la Terre, malgré les guerres, malgré l'attitude des êtres humains, malgré l'attitude des gens que nous voyons au quotidien. Si nous acceptons la réalité, nous devons accepter qu'il y a en l'être deux êtres humains, non pas qui se combattent, mais qui devraient apprendre à vivre ensemble et qui devraient apprendre à se côtoyer, à condition, encore une fois, qu'on apprenne aux gens à voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, parce que aujourd'hui, enfin depuis toujours d'ailleurs, la société met en place
des formations pour que nous devenions des professionnels, pour que nous gagnions notre vie. Mais il n'y a pas de formation pour devenir des hommes, pour devenir des êtres humains. Et c'est là où le bas blesse dans notre société. C'est que pour que l'être humain découvre en fait qu'il est bon, il faut qu'il aille à la recherche de lui-même, il faut qu'il se découvre, il faut qu'il découvre les autres. Et il se rendra compte que, évidemment, il y a en lui des coins d'ombre, puisque nous sommes dans une réalité. Évidemment, nous avons des problèmes émotionnels qui peuvent nous faire de mauvais choix, qui peuvent nous rendre négatifs à certains moments. Mais à partir du moment où une personne prend conscience de ce fonctionnement intérieur, elle peut prendre conscience aussi des choix qu'elle doit faire et surtout de sa liberté de choix dans la vie qui lui permet un jour ou l'autre de se dire maintenant j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de me faire du mal, donc je choisis la voie qui me fait du bien. Et à partir de ce moment-là, toutes les clés lui seront données parce que la vie nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais elle nous donne surtout ce que nous voulons avoir. C'est ça qui est important, c'est de prendre conscience de notre pouvoir et de notre libre arbitre qui finalement est seul juge dans notre destinée. Je ne crois pas au karma, je ne crois pas à la prédestination. Je ne crois qu'à la créativité de l'homme qui lui permet de construire son destin pas à pas, sans être influencé par quiconque. C'est vrai que le karma, c'est un peu, voilà, on dit on fait les choses, on fait le bien pour attirer le bien. En quoi votre manière de voir les choses est différente de cette philosophie-là ? Lorsqu'on parle de faire le bien pour attirer le bien, finalement, n'est-ce pas de la superstition, n'est-ce pas un intérêt quelconque Qu'est-ce que la charité? On pourrait se poser cette question, n'est-ce pas? Moi, la charité, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est simplement se faire du bien pour être heureux. Mais déjà, à qui doit-on faire du bien? La première personne à qui nous devons faire du bien, c'est à nous-mêmes. Parce qu'une personne qui fait le bien en s'oubliant est une personne qui, à travers son sacrifice, va développer des frustrations, va développer des aigreurs qui, plus tard, lui feront regretter le bien qu'elle a cru faire et finalement, elle n'a pas fait le bien. Faire le bien, c'est déjà être heureux, c'est tout ça, en fait. On a toujours tendance à croire que faire le bien, c'est se sacrifier pour les autres, et plus on doit se battre, plus on doit se faire du mal, et plus finalement nous aurons notre place auprès de Dieu. Mais moi, il me semble que notre place auprès de Dieu, si Dieu existe, peu importe ce que la personne croit, j'entends, hein. Mais si nous voulons notre place au paradis, construisons le paradis sur terre. Nous avons tous les moyens de le faire. On n'a pas besoin d'attendre notre mort pour être heureux. Et c'est pour ça que faire le bien, c'est avant tout se faire du bien pour pouvoir faire du bien aux autres. Quand on regarde votre parcours, je résumais, plus que résumais tout à l'heure, Martine Libertino. Donc on l'a dit, vous avez commencé avec de la médiation envers des couples, des familles. Enfin, il y avait ce côté de personne à personne dans des petites unités, dans des petites structures ou des petits organismes, si on veut. Et puis petit à petit, vous avez voulu que cette médiation ça grandisse et puisse éventuellement apporter quelques semblants de solutions ou des solutions à quelque chose de beaucoup plus grand, puisqu'on parle de paix dans le monde et de conflits. Vous avez notamment été active dans le cadre de l'ex-Yougoslavie, des conflits qui se sont déroulés là-bas. Et je me dis, quand on vous lit, finalement, c'est très cohérent. De l'extérieur, ça paraît fou. On a l'impression qu'il y a un saut énorme. Et puis quand on vous écoute, on se dit, mais oui, parce qu'évidemment que si j'arrive à faire la paix et le calme et à réussir à trouver des solutions pour mes conflits avec mes voisins, avec mes proches, avec mon mari, avec mes parents, éventuellement, je peux faire la paix avec le reste du monde. Bien sûr, oui. Et ça paraît effectivement beaucoup plus logique que de prendre les choses de l'extérieur et d'essayer d'analyser de manière politique, ou géopolitique tous les conflits. Ça part de l'être humain et donc ça devient extrêmement simple et c'est vrai que ça donne une forme d'optimisme. En fait, tout dépend de quel côté l'on se place. Si on regarde au niveau individuel, que ce que vous dites est exact, en ce sens que d'abord il faut faire la paix avec soi-même pour faire la paix avec son entourage proche. Ça, c'est important. Faire la paix avec soi-même, ça veut dire prendre conscience de sa valeur, prendre conscience de ses qualités, prendre conscience de ce que nous voulons faire de notre vie pour être heureux, pas seulement venir sur Terre pour gagner notre vie et pour se contenter d'un minimum.
Mais c'est là où l'idéal a une importance fondamentale pour chaque être humain. C'est qu'on devrait dire aux enfants, mais ne perdez pas votre idéal. Mm. Ce n'est pas parce que vous allez un jour devoir gagner votre vie que votre idéal est perdu. Au contraire, hein. L'idéal est le grand compagnon, je dirais, de la construction de notre vie pour que nous puissions être heureux, en fait, hein. Bon, mais à partir du moment où une personne fait cette démarche, bah déjà elle va donner un exemple à son entourage, et donc cette lumière en fait va rejaillir sur ses amis, va rejaillir sur sa famille, etc. Mais si on regarde les choses d'une autre manière, je dirais sur un macrocosme, on va se rendre compte que la problématique d'une personne, ses programmations émotionnelles, deviennent la problématique d'un groupe de personnes, puisqu'on va retrouver les mêmes problématiques dans une communauté, on va donc retrouver les mêmes problématiques dans un pays, sur un continent, dans une nation. Et je peux dire aujourd'hui, après plus de 30 ans de travail auprès des gens, aujourd'hui, puisque je travaille sur 3 continents, et que j'ai côtoyé plusieurs cultures, je travaille avec plusieurs cultures, et au début on me disait toujours oui mais c'est une question de culture, oui mais c'est une question d'éducation. Mais la culture et l'éducation n'enlèvent en rien la capacité de l'homme à se respecter, à s'aimer, à se retrouver. Et je fais d'ailleurs une distinction entre la culture et la tradition. La culture est quelque chose que nous devons garder parce que ce sont nos racines, alors que la tradition, pour moi, est une interprétation de la culture qui est souvent basée sur des problèmes émotionnels. Et si on regarde finalement la politique, la géopolitique, etc., ce ne sont que des effets des erreurs des hommes qui sont finalement toujours influencés par le problème émotionnel. Parce que tout homme qui est juste en fait, qui a une sagesse intérieure qui lui permet justement de comprendre quels sont ses besoins. Cette sagesse va lui permettre de comprendre quels sont les besoins des autres. Il va lui permettre aussi de comprendre qu'en respectant les besoins des autres, il va automatiquement respecter les siens. C'est ainsi que nous pouvons construire une vie harmonieuse entre les peuples, entre les gens, entre les familles, parce que justement nous devons prendre conscience que nous sommes tous semblables. Seulement nous devons tous travailler justement à supprimer ces programmations émotionnelles qui nous font souffrir. Ce qui ne va pas évidemment enlever nos sentiments, parce que souvent les gens s'imaginent que si on supprime les programmations émotionnelles, nous n'allons plus éprouver de sentiments, alors qu'au contraire, en supprimant la peur, en supprimant le doute, la colère, la frustration, nous allons ressentir beaucoup plus nos sentiments, et le premier sentiment que nous allons éprouver sera justement la solidarité, sera l'amour de l'autre. Ça ne veut pas dire le sacrifice, encore une fois, mais la solidarité, la capacité de comprendre, de tendre la main, de ne pas avoir peur de l'autre, et donc de pouvoir mieux vivre ensemble. Martine Libertino, vous avez lancé avec votre association, l'association Duchamp Libertino, des cours, disons plutôt une école d'éveil philosophique pour enfants et jeunes. Donc ça se passe en Suisse, ça se passe entre Genève et Lausanne, enfin dans le canton de Genève et Vaud. Donc pour prendre les choses à la racine, si on veut, pour essayer d'enseigner cet amour ou cette sagesse, on va dire, aux enfants, est-ce à dire que pour les adultes, c'est un peu plus compliqué ou peut-être parfois un peu trop tard? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, je ne vois pas les choses comme cela. Bon, il est vrai que si nous commençons très jeunes à apprendre à un enfant que son fonctionnement, il va gagner beaucoup d'années parce que les enfants comprennent très vite ce que veut dire souffrir, ce que veut dire s'aimer, ne pas s'aimer, et ils sont très très bons publics pour se rendre compte comment ils peuvent travailler sur eux et comment ils peuvent transformer leur vie. Et d'ailleurs ils ont un terrain d'action qui est extraordinaire, qui est l'école et qui est la maison, la relation avec les parents, la relation avec les camarades, avec les enseignants. Et le changement est quasiment instantané. Après chaque cours, les enfants retournent à leur vie et vont mettre en pratique les conseils qu'ils ont pu recevoir à travers ces cours. Maintenant, en ce qui concerne les adultes, pour moi, ce travail est aussi indispensable. Pourquoi ? Parce que si nous aidons les enfants et que les parents ne comprennent pas cette démarche, l'enfant va rentrer chez lui et va avoir d'autant plus de frustration parce qu'il ne va pas comprendre comment il peut apprendre de telles belles choses en fait à l'école.
et que lorsqu'il rentre à la maison, il n'est pas compris, on ne comprend pas sa démarche, il ne peut pas dialoguer avec ses parents alors qu'on lui a appris le dialogue. C'est pour ça que ce travail est indispensable aussi pour les parents, et je peux vous dire que euh, en général, à part de rares exceptions, parce qu'il est évident que des exceptions peuvent vivre, c'est normal, hein, mais à part de rares exceptions, les parents sont très réceptifs, et les adultes sont aussi capables de faire un travail sur eux. Mhm. Et depuis de nombreuses années, j'ai des élèves, on peut dire aujourd'hui, hein, même si je n'ai pas directement des élèves de 6 ans, puisque ce n'est pas moi qui donne les cours, c'est une animatrice qui travaille à l'école d'éveil, mais en ce qui me concerne, je peux dire que j'ai des élèves de 7 à 77 ans sans Mhm. aucun problème, et que ça marche. Donc, j'aimerais savoir un petit peu plus ce qui se passe dans ces écoles d'éveil philosophique pour les enfants. Mais avant ça, je voulais juste dire qu'on a reçu une question Mhm. qui paraît assez fondamentale puisqu'on parle d'amour de Oui. l'autre. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que il s'agit d'une forme d'amour universel, enfin quelque chose de très spirituel, ou alors est-ce que c'est très pratique dans le quotidien, Mhm. le fait de s'aider, d'ouvrir la porte aux autres, enfin d'être vraiment dans un rapport pratique à l'amour et puis à la solidarité? Ben, je dirais que c'est les deux, ce sont les deux, dans ce sens que pour moi, l'amour est un état d'esprit, en fait. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer que parce qu'on aime les autres, on doit se sacrifier pour eux, on doit attendre l'autre jour s'ils nous donnent une gifle, etc., comme l'Église nous l'a appris, j'entends. Je veux dire, c'est pas du tout l'image que j'ai de l'amour. D'ailleurs, il y a mille et une manières Si on devait parler de l'amour, je crois qu'on pourrait en parler pendant une journée. D'ailleurs, c'est un sujet qui est traité dans mes formations de médiateur, et on peut passer des heures à parler de cela, parce qu'il y a différentes manières d'aimer. Déjà, être amoureux, c'est une manière d'aimer. Mais si on parle de l'amour, donc simplement de ce qu'on pourrait appeler l'amour universel, mais sans connotation, donc je dirais religieuse ou autre, c'est simplement respecter la personne qui est en face de nous. C'est simplement ne pas avoir d'a priori contre elle, ne pas avoir de jugement, ne pas avoir d'envie la concernant, et accepter en fait de faire confiance en sa capacité de se comporter correctement, ou en sa capacité de savoir être généreuse, tout en étant évidemment vigilant. Vous voyez. Mhm. Donc l'amour, en fait, si on comprend bien comment fonctionne tout cela, c'est qu'il y a toujours ce que j'appelle la voie du milieu. La voie du milieu, c'est l'équilibre entre deux extrêmes. Les deux extrêmes, nous sommes dans l'émotion, c'est-à-dire je refuse quelque chose ou je le vis en excès, alors que si je rejoins le milieu, je vais finalement puiser dans ces deux choses, mais je vais le vivre en équilibre. Et donc, pour moi, l'amour, c'est cela, c'est-à-dire que si on aime inconditionnellement d'une manière émotionnelle, on ne peut qu'être déçu. Voyez. Mhm. Donc, pour répondre à la question précisément, aimer est vraiment un état d'être. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous devons être faibles, que nous devons nous laisser faire, et que nous devons que nous devons justement euh, S'ou- être naïfs, en fait. S'oublier Voilà, aussi. oui, parce il existe évidemment des gens méchants, des gens négatifs. Voilà, la société étant ce qu'elle est, nous devons être vigilants. Mais c'est vrai que partir déjà avec l'idée que chaque personne qui est en face de nous a une potentialité de répondre positivement à nos avances va nous permettre de nous faire confiance, et va nous permettre de nous obliger finalement à nous exprimer, à lui dire ce que nous pensons, ce que nous éprouvons, sans avoir d'a priori, sans avoir peur de ses réactions. Et en acceptant aussi l'idée que si elle a une mauvaise réaction, tant pis, ce n'est pas grave, mais au moins je me suis donné l'autorisation d'être moi-même, et de lui montrer ce dont j'ai Mhm. besoin. Alors, évidemment que là, vous voyez, je suis en train de vous parler déjà de la mise en pratique au quotidien.
Mhm. C'est pour ça que, pour répondre à la question, quand on parle d'amour, on peut parler justement de solidarité, on peut parler d'un amour universel, etc. Mais en même temps, il est évident que cet amour doit se mettre en pratique dès le matin quand je me lève jusqu'au soir quand je me couche. Et cet amour, il va se manifester dans le regard que je porte aux gens, dans mon attitude dans le bus, dans le respect de l'autre, dans la capacité de dire bonjour, de faire un sourire, simplement d'apprécier les oiseaux qui chantent, d'apprécier la nature. Il y a tellement de belles choses. Je veux dire, si on est vraiment attentif à tout ce qui se passe dans le monde et à tout ce que la nature surtout nous offre aussi, on va s'apercevoir qu'effectivement, oui, c'est vrai, il y a des choses qui sont laides, mais pourquoi regarder toujours à travers ces choses laides? Et Mhm. pourquoi regarder toujours ce qui nous fait souffrir et ce que nous estimons ne pas pouvoir gérer, alors qu'en fait, nous pouvons avoir toutes les solutions. Mais pour que les solutions se présentent, il faut que nous y croyons. C'est pour ça Merci. qu'il est important de mettre tout ça en pratique au quotidien dans sa vie de tous les jours. Et dès le plus jeune âge, donc si des personnes sont intéressées à ces écoles d'éveil philosophique pour enfants, donc de 6 à 21 ans, où voilà, vous leur apprenez aussi à se respecter, à s'aimer et donc après à être prêt à aller vers l'autre, eh bien il y a un site internet, Martine Libertino, c'est association-libertino.org. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie dans la ligne de cœur. C'était un plaisir pour moi. À très bientôt À peut-être. très bientôt. Très Pourquoi belle pas. soirée. Merci. Au Merci. revoir à vous aussi. Au Au revoir. revoir.